Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Alors je le dis, parce que c'est la vérité. Il ne faut pas travailler. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler. Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, dans une émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à une histoire globale de l'émergence du capitalisme. Et pour parler de cette histoire globale de l'émergence du capitalisme, nous sommes avec Benjamin, étudiant en sciences sociales. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est proposé de faire cette émission? Parce que l'histoire de l'émergence du capitalisme n'est pas un sujet neutre, c'est un sujet historique où il y a des enjeux politiques particulièrement importants. Moi j'en citerai personnellement deux qui me paraissent importants. C'est que, l'histoire de l'émergence du capitalisme, ça implique de définir ce que c'est que le capitalisme, et trop souvent, l'histoire de l'émergence du capitalisme a été faite d'une telle manière que le capitalisme a été naturalisé comme quelque chose qui aurait finalement toujours existé, ou au moins qui aurait existé depuis 5000 ans, dès qu'il y a un peu de monnaie, un peu de commerce, un peu de division du travail. Et contre ça, on aimerait proposer une histoire de l'émergence du capitalisme qui se base sur une définition qui dénaturalise le capitalisme, qui en fait quelque chose de beaucoup plus spécifique, et qui du coup est d'autant plus aisément, entre guillemets, dépassable, ou au moins dont on peut plus facilement se débarrasser en termes d'imaginaire, comme quelque chose qui serait indépassable. Une deuxième chose qui paraît important, ça c'est quelque chose de plus classique, c'est que l'histoire de l'émergence du capitalisme, c'est là où on voit le mieux la violence, le caractère non naturel finalement de ce que c'est que le capitalisme. C'est-à-dire c'est le moment où le salariat est massivement imposé, et alors qu'aujourd'hui ça apparaît comme une condition, bon certes beaucoup de gens admettront que c'est pas hyper joyeux d'aller tous les jours au boulot, malgré tout ça a été beaucoup plus incorporé et intégré, alors que la résistance à l'instauration du salariat pendant la période d'émergence du capitalisme, globalement on va dire autour du 15e au 19e siècle, on voit encore plus comment est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé aux gens, qui a été ressenti comme extrêmement violent. Et ça c'est pour ce qui est du salariat. Et la troisième enjeu politique d'une histoire globale de l'émergence du capitalisme, c'est de voir son articulation avec d'autres formes d'oppression qui existent encore aujourd'hui et qui ont été très importantes dans l'émergence globale du capitalisme. C'est notamment la question de l'esclavage, quoi, qui aujourd'hui est encore très importante, puisqu'on sait qu'il y a encore aujourd'hui des dizaines de millions d'esclaves à travers le monde. Benjamin, est-ce que tu verrais d'autres enjeux politiques Ouais, peut-être une ou deux de plus, qui est la question de l'environnement, d'une part, le rapport entre l'émergence du capitalisme et l'entrée dans une ère spécifique de destruction de la vie. Également, la question des rapports de genre. Quel rapport a le patriarcat avec l'émergence du capitalisme? Parce que c'est quelque chose qui précède le capitalisme et que le capitalisme vient modifier. Voilà. Ensuite, sur la question de la résistance au salariat, passé l'émergence du capitalisme, ce serait intéressant
de reprendre une autre discussion Boltanski et Chiapello dans le Nouvel Esprit du Capitalisme, parce qu'ils s'intéressent en fait au fait que en tant que tel, l'accumulation du capital ne fournit pas les justifications qui permettent aux acteurs de s'engager dans l'activité salariale. Et donc le capitalisme doit toujours produire également des justifications, mais qui le contraignent en retour, partiellement. Et dans certaines conditions historiques, notamment après les années 70, il arrive à se délier de toutes ces nécessités et à se déplacer tel que les acteurs ordinaires n'ont plus de prise sur le manque de justification de la participation à l'accumulation du capital. Et un dernier truc qui peut nous faire une transition peut-être sur le point suivant, qui est que effectivement c'est un gros enjeu politique, la question de l'émergence du capitalisme. Comment est-ce qu'on l'explique? Comment on en fait le récit? Parce que d'un côté, on aurait dans beaucoup de récits traditionnels de l'historiographie une espèce de forme de vie en société qui serait toujours à l'état latent, mais que l'exceptionnalisme occidental viendrait pleinement développer comme ça. Donc avec d'un côté quelque chose de naturel, mais que personne n'arrive à faire, à part les Occidentaux, dans des conditions exceptionnelles. Ce qui pose évidemment des gros problèmes politiques quant à la capacité d'action des non-occidentaux et quant à la naturalité des formes de vie capitalistes. Oui, effectivement, ça c'est tout le problème du grand récit qui domine un peu, qui a dominé l'historiographie traditionnelle de l'émergence du capitalisme, qui se base en fait sur un ouvrage qui a été vraiment central, qui est la richesse des nations d'Adam Smith, donc qui a été écrit en 1776 en Écosse, parce que donc Adam Smith était un grand propriétaire terrien écossais. Donc évidemment, il était situé socialement et il n'allait pas faire le même récit de l'émergence du capitalisme ou de ce que c'est que le capitalisme qu'un ouvrier ou un artisan anglais de la même époque. Globalement, ce grand récit, c'est quoi? C'est que finalement, le capitalisme n'est que le prolongement naturel du troc, d'abord, ensuite de la monnaie qui serait simplement une espèce de transformation commode du troc, et ensuite cette monnaie qui permet du coup l'accroissement des échanges, parce qu'il y a une tendance inhérente à l'humanité à l'accroissement des échanges, et du coup les gens pour pouvoir échanger plus vont se spécialiser, et donc ça va être le fameux concept de division du travail. Depuis la nuit des temps, les êtres humains ont fait du troc. Ensuite, pour faciliter les échanges, ils ont inventé la monnaie. Ils ont du coup approfondi la division du travail qui elle aussi serait immémoriale. Et finalement, le capitalisme, ce serait simplement le prolongement de cette expansion toujours poursuivie de l'échange, de la monnaie et de la division du travail. Et donc voilà, globalement, c'est ça le grand récit des Lumières, pour le coup, de ce que c'est que l'émergence du capitalisme. C'est-à-dire que finalement, le capitalisme n'est que, d'une certaine manière, le stade suprême de la nature humaine, on pourrait dire. Et ça a été repris par énormément de gens, à commencer au 19e siècle par Marx et Engels eux-mêmes, qui ont à un moment repris cette idée, notamment dans l'idéologie allemande, en 1845, où ils ont repris l'idée, finalement, que, pour ce qui est de l'émergence historique plus spécifique du capitalisme, le capitalisme, donc qui avait, donc eux ils parlent eux-mêmes de formes antédéluviennes du capital, et donc à un moment ces formes antédéluviennes du capital qui s'étaient jamais développées jusqu'au point d'atteindre le capitalisme, parce que dans l'Antiquité il y avait l'esclavage qui bloquait l'émergence du salariat. Enfin voilà, ils cherchent tout un tas d'explications, et ils voient qu'au Moyen-Âge, il y a, à partir du XIIe siècle, un développement progressif des villes, qui sont libérées donc des contraintes féodales, un développement du commerce ville-campagne, mais aussi du commerce plus général. Donc un développement de production qui recourt partiellement au travail salarié, un développement du profit, l'apparition d'une bourgeoisie entre guillemets. Donc on verra que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et finalement, l'essor du capitalisme, chez Marx et Engels eux-mêmes,
cette espèce de développement finalement ils reprennent l'explication de Smith, une espèce de développement naturel des villes, du commerce, du profit, de la monétarisation, du salariat et de la bourgeoisie, qui se heurtent à des obstacles extérieurs qui sont les obstacles du féodalisme. Voilà. Et donc du coup, c'est leur fameuse idée que le capitalisme se développe dans les interstices du féodalisme. Comme s'il y avait une espèce de pulsion vitale que viendrait gêner des contraintes extérieures. Exactement. Et du coup, finalement, le capitalisme, du coup, dans ce récit-là, apparaît comme quelque chose de naturel, alors qu'au contraire, et ça c'est tout le récit smithien d'ailleurs, hein, alors qu'au contraire, finalement, le social, ce serait les contraintes qui empêcheraient cette tendance inhérente à la nature humaine et à la société humaine de développer le capitalisme, et donc le féodalisme serait une espèce de, voilà, d'un ensemble de contraintes sociales, artificielles. Le capitalisme ne serait pas une construction sociale, mais par contre le féodalisme, lui, l'était. Et, à un moment, les fameuses révolutions bourgeoises permettraient, donc parce que la bourgeoisie, du coup, dans ce récit, même chez Marx et Engels, dans l'idéologie allemande, a un rôle progressiste, permettrait donc de lever ces obstacles du féodalisme, permettrait le développement du capitalisme, voilà, par la fin de tous les obstacles féodaux. Et à partir de là, il y aurait un développement des forces productives, etc., qui, dans le récit smithien, c'est la fin de l'histoire, quoi, finalement, le capitalisme. Alors que, et dans la variante, disons, de Marx et Engels, en 1845, c'est ce qui va permettre, donc malgré tout, le capitalisme a un rôle progressiste dans l'histoire, c'est ce qui va permettre de passer ensuite au socialisme et ensuite au communisme grâce au développement des forces productives qui est permis par le capitalisme, quoi. Et après eux, et jusqu'à aujourd'hui, ce grand récit a été repris par plein de gens. Et notamment, plus récemment, par des gens comme Henri Pirenne, donc qui était un historien du Moyen-Âge. Lui, il a écrit dans les années 1920-1930. Henri Pirenne, dans les années 1920-1930, même s'il fait pas directement une histoire de l'essor du capitalisme, identifie l'essor du capitalisme à l'essor du commerce et des villes. Et lui, il identifie ce qui a empêché, ce qui a finalement été le facteur, l'obstacle, ça a été parce que l'Antiquité, finalement, ça a amené vers ça pour lui, ça a amené vers le capitalisme. L'obstacle, ça a été les invasions musulmanes. Donc bon, on est dans le contexte des années 20 et 30, on peut dire qu'il y a peut-être un lien, voilà. Et pourtant, il est toujours réédité aujourd'hui, alors que sa thèse est quand même vraiment très très problématique, quoi, de tout attribuer aux invasions arabes. Ensuite, ça a été aussi développé par un historien espagnol qui a écrit un bouquin sur la révolution commerciale du Moyen-Âge, et qui en gros, lui développait que voilà, dans les villes, il y avait eu dans les villes du Moyen-Âge, il y avait eu un essor du commerce, du profit, etc., etc. Et lui attribue vraiment explicitement un rôle progressiste à la bourgeoisie. C'est-à-dire que c'est la bourgeoisie contre le féodalisme qui a permis voilà, le développement des villes et tout ça. Et donc lui, il lie vraiment la bourgeoisie entre guillemets des villes du Moyen-Âge, alors qu'en vrai, bourgeois, juste pour préciser les choses, hein, ça veut dire simplement, c'est un statut juridique, ça veut dire qu'on fait partie d'une ville, d'un bourg. Et ça n'a aucune connotation, je veux dire, on peut être un bourgeois de Calais et en vrai être juste un petit artisan. Et du coup, lui, il tresse une espèce de fil généalogique de cette bourgeoisie médiévale jusqu'à la bourgeoisie industrielle, en espèce de... voilà, c'est cette bourgeoisie qui a permis le développement des forces productives, etc., etc. Et donc, mais lui, il reste libéral, hein, c'est pas pour aller vers le socialisme ou le communisme, mais c'est très chouette, quoi. Voilà, et ça a été repris jusque maintenant par quelqu'un comme Henry Heller, qui est un historien marxiste états-unien du 20e et du 21e siècle, qui lui reprend cette idée, voilà, que finalement le capitalisme se développe à partir du Moyen-Âge et que permet vraiment son développement plein, c'est les révolutions bourgeoises. En France 1789, en Angleterre 1640, etc., etc. Ouais, en France on a cette version avec Philippe Norel, pour qui en fait la question de l'émergence du capitalisme c'est simplement celle de sous quelles conditions est-ce que il y a une croissance auto-entretenue qui peut émerger, qui ne va pas être interrompue par un déclin brutal juste après.
Donc il identifie plusieurs occurrences dans la Chine entre le 10e et le 15e, une première efflorescence mais qui ne pouvait pas être autant entretenue. Il y a d'autres historiens qui identifient d'autres occurrences à d'autres époques, mais vraiment la question c'est à quel moment est-ce qu'il y a la levée des obstacles. Donc même si c'est plus fin parce que ils voient pas forcément ça comme quelque chose qui empêche la croissance d'avoir lieu. Il y a des obstacles à cette croissance et lui ce qu'il ajoute simplement c'est qu'il y a aussi des choses qui la favorisent. Donc c'est simplement, au lieu d'avoir un pouvoir simplement négatif qui vient réprimer les pulsions économiques primaires, t'as aussi un pouvoir productif un peu des rationalités économiques. Ouais, c'est effectivement, on voit quand même que ce récit il est extrêmement prégnant et il témoigne tout simplement du fait que ce soit de Adam Smith à nos jours, la plupart des historiens naturalisent le capitalisme parce que c'est la forme de société dans laquelle ils vivent et que du coup forcément ils ont tendance à voir cette forme de vie comme la seule forme de vie possible, la seule forme de vie souhaitable parce que sinon ce serait une espèce de retour à la barbarie, au troc, etc. Et puis en plus avec une justification éventuelle qui peut être celle d'un téléologisme mais assumé, en disant voilà, on vise à faire l'histoire du capitalisme, donc on va regarder l'histoire à travers les lentilles de qu'est-ce que c'est le capitalisme. Ce qui évacue de fait les contributions non capitalistes à l'émergence du régime de production capitaliste. Ouais, effectivement, la question de la téléologie, du coup, pour préciser un peu ce concept, c'est l'idée que finalement l'histoire, c'est le déroulement linéaire du début jusqu'à la fin, où on a une espèce d'embryon à la base qui serait cette nature humaine portée vers l'échange, le troc, etc. Et puis, l'histoire ne serait que l'espèce de déroulement. Téléos en grec, c'est finalement ce qui a une fin. C'est tendre vers une fin. C'est tendre vers une fin. Ouais. Et du coup, l'histoire tendrait vers le capitalisme. Depuis le début, depuis cette espèce d'embryon basé sur la nature humaine. Et du coup, c'est une vision qui est notamment et qui a été théorisée notamment par Hegel, sous une forme très philosophique, quoi, mais où il y a différents stades. Et c'est d'ailleurs une version qui a été reprise aussi par le marxisme. Et c'est une vision qui est quand même assez problématique, puisque finalement, on a une espèce de... Alors bon, eux, l'histoire tendrait vers le communisme. Bon, c'est mieux déjà que l'histoire tend vers le capitalisme, mais bon, jusque maintenant, en tout cas, elle a tendu vers le capitalisme, et du coup, c'est quand même assez problématique comme vision, notamment, voilà, parce que ça reparle, voilà, d'une espèce de nature humaine, et ça naturalise vraiment le capitalisme. Alors, contre ça, il y a des historiographies qui ont proposé une définition beaucoup plus spécifique du capitalisme, qui le dénaturalise complètement, même si on verra qu'il y a des limites. Et ici, je parlerai donc du marxisme politique, qui est donc une historiographie et une théorie qui se développe à partir des années 1970, à partir d'un historien qui s'appelle donc Robert Brenner, et qui va critiquer cette vision du capitalisme comme étant une tendance naturelle de l'humanité qui part avec le développement des échanges, le développement du commerce et le développement des profits, etc. Et lui, il va critiquer donc ce que Hélène Nixon-Sood a appelé le modèle de commercialisation de l'émergence du capitalisme. C'est-à-dire, il va dire non, le capitalisme ce n'est pas le produit du développement du commerce, de la monnaie, etc. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus spécifique et qui, du coup, ne se heurte pas à des obstacles artificiels comme le féodalisme, mais qui, au contraire, procède d'une dynamique très spécifique qui est la dynamique du féodalisme anglais à partir de 1066. Je vais aller relativement rapidement parce qu'on a déjà évoqué cette question dans une autre émission avec William qui est passé justement il y a quelques semaines. Mais pour résumer le propos, les spécificités du féodalisme anglais auraient fait que les seigneurs anglais, au lieu de se contenter de simplement extorquer à leurs paysans leurs récoltes sous une forme monétaire
ou sous une forme en nature, peu importe, ou sous la forme de corvée, aurait opéré à partir de 1350 un tournant commercial, parce que ils avaient des pouvoirs sur les terres qui étaient spécifiques et uniques à l'Angleterre, qui étaient liés au contexte de la conquête en 1066. Ils avaient des pouvoirs extraordinaires sur les terres qui leur permettaient de s'approprier. Déjà, ils avaient des domaines beaucoup plus importants que les seigneurs français. Globalement, on n'avait pas de domaine vraiment en propre et qui se contentaient surtout, à partir du Moyen-Âge, de ponctionner les récoltes de leurs paysans sous différentes formes. Au contraire, en Angleterre, ils avaient déjà des terres très importantes. Ils sont allés en prendre encore plus à travers le processus qu'on appelle les enclosures. Donc, ils se sont appropriés les terres communes et ils se sont mis à produire massivement pour d'abord, dans le cadre du féodalisme, pour les marchés extérieurs, le marché de la laine, à destination donc des Flandres. Et ensuite, ils se sont mis, comme pour tout un tas de raisons, il y avait une unification politique de l'Angleterre et une centralité de Londres en Angleterre, ils se sont mis à produire massivement pour le marché de Londres. Ils sont devenus dépendants du marché. Et donc, cette dépendance de l'aristocratie au marché a fait que ils ont dû progressivement chercher à expulser leurs paysans de leurs terres pour devenir plus productifs et plus compétitifs, se débarrasser finalement de toutes les contraintes entre guillemets des relations de dépendance entre seigneurs et paysans. Donc ils ont cherché à les expulser et en 1640 ils ont réussi pendant la Révolution anglaise, qui est un moment assez important dans tout ça, à affirmer un droit de propriété absolu sur leurs terres qui leur a permis de se débarrasser de la paysannerie progressivement, et à la place de se transformer en propriétaires capitalistes qui, donc au départ, ils prenaient en charge directement une espèce de production capitaliste où ils étaient contraints par le marché d'améliorer leur productivité, leur compétitivité, etc., parce qu'ils étaient tous en concurrence les uns avec les autres. Et ensuite, ils vont louer leurs terres en fonction des prix du marché à des fermiers qui, eux, vont recourir à une main-d'œuvre salariée. Et c'est comme ça que naît vraiment le salariat en Angleterre. Et ensuite, cette logique, elle s'étend à travers l'industrialisation. Et voilà, cette histoire, finalement, elle dénaturalise complètement le capitalisme parce que elle pose des conditions très spécifiques à l'émergence du capitalisme, qui sont, tout d'abord, pour que le capitalisme émerge vraiment, le capitalisme, c'est pas juste une société qui repose sur l'échange, sur la monnaie, ou même à la marge des formes de salariat, mais c'est une société qui est basée sur une dépendance généralisée des acteurs au marché, tout d'abord, de 1. Donc là, on voit que les aristocrates anglais sont dépendants du marché, les paysans qui se sont fait expulser, du coup, ils sont dépendants du marché pour leur survie parce qu'ils n'ont plus accès à des moyens de production, et donc du coup, ils deviennent salariés. Les paysans qui restent et qui arrivent quand même à payer le prix de la location de la terre, ils sont dépendants du marché pour produire suffisamment de marchandises pour ne pas se faire expulser pour dette parce qu'ils n'arrivent plus à payer leur location. Et voilà, les fermiers capitalistes sont dépendants du marché aussi pour faire leur profit. Donc on voit, il y a une dépendance généralisée vis-à-vis du marché des acteurs. Ça, ce serait la première condition. La deuxième condition, ça serait de l'émergence du capitalisme, ça serait l'existence d'un marché unique, relativement étendu, qui fait qu'il y a une dynamique de compétition généralisée, telle qu'on l'observe aujourd'hui dans notre société. Alors là, la concurrence est mondiale. En Angleterre, pour la première fois, il y a une concurrence nationale qui va s'instaurer. Alors qu'en France, cette concurrence nationale n'existe pas, parce que les marchés sont fragmentés par des barrières douanières, par l'éloignement géographique, les coûts de transport, enfin tout un tas de choses qui en France ne vont disparaître qu'à partir de la Révolution française. La dépendance générale des acteurs, pareil, on la retrouve pas en France, parce que les paysans ont les terres, pratiquent une forme d'autosubsistance assez large, jusqu'au 19e siècle. Et ça, c'est dans une autre émission qu'on a fait avec William. Et par exemple, pourquoi est-ce que le capitalisme n'a pas émergé en Chine au 18e siècle ? Eh ben, c'est notamment parce que la paysannerie avait les terres, et du coup, elle n'était pas contrainte par les forces du marché de produire toujours plus, de s'insérer dans une dynamique de compétition généralisée, etc. Et
du coup, la troisième condition, mais qui va de pair avec la dépendance généralisée, c'est quand la majorité de la population masculine, parce que évidemment le capitalisme va de pair avec le patriarcat, et l'exclusion des femmes des activités qui sont socialement valorisées. Ça, on renvoie là-dessus à l'émission qu'on a fait sur Caliban et la sorcière de Silvia Federici. Eh bien, c'est la salarialisation massive de la population. C'est-à-dire que là, en France, le salariat, bien sûr, il existe même au XVIIIe siècle, mais il n'est pas la principale forme de reproduction de la majorité de la population. La principale forme de la majorité de la population, c'est les artisans qui sont dans des corporations, ou donc ils ne sont pas salariés, mais ils sont propriétaires des moyens de production, et les paysans qui sont eux aussi propriétaires de leurs moyens de production. Donc voilà, pour donner un tableau des apports du marxisme politique, et notamment de Brenner, qui ensuite va être repris par des gens comme Hélène Mexin-Soud. Du coup, ce que permet à notre sens, ce type d'histoire du marxisme politique, c'est que le capitalisme cesse d'être une espèce de tendance naturelle qui aurait toujours existé et qui, finalement, à un moment, se développe parce qu'il est libéré des obstacles du féodalisme. Enfin, d'abord en se développant dans les interstices du féodalisme, et puis après en se libérant finalement de ces contraintes extérieures. Et au contraire, là, on voit que le capitalisme, c'est quelque chose de pas du tout naturel, puisque c'est le produit d'une dynamique très spécifique en Angleterre, et que le capitalisme, c'est quand même la dépendance généralisée de toutes les classes sociales au marché, une dynamique de compétition généralisée entre ces acteurs, bon, au sein du marché du travail ou ou entre capitalistes, et une salarisation très très avancée de la société. Et donc là, on voit que, et finalement c'est ça, notre société c'est ça. C'est pas le fait qu'il y ait du commerce à la marge parce que on va échanger ses œufs contre des carottes. C'est le capitalisme. C'est pas ça aujourd'hui. Ce qu'on vit, c'est une compétition généralisée sur le marché du travail, des formes de crise cyclique parce qu'il y a une compétition généralisée à un niveau mondial. C'est une dépendance quasi totale au marché. Parce que globalement, on a quand même très peu de moyens de subsistance à part ça. Et on vit dans un marché global qui met en compétition l'ensemble des êtres humains. Même si c'est de manière différenciée, qu'on soit capitaliste ou prolétaire, ça c'est clair. Mais voilà, on voit du coup finalement que le marxisme politique, il permet, avec son récit de l'émergence du capitalisme, de voir que le capitalisme c'est quelque chose de très spécifique, qui est pas du tout naturel et qui est très violent. Parce que là, on voit quand même dans leur récit, c'est pas la libération des énergies humaines, mais c'est l'expropriation violente, l'expulsion des terres de la paysannerie, la dépendance au travail salarié, l'obligation finalement de vendre sa force de travail sur un marché, d'aller travailler dans des fabriques de 5h du matin à 8h du soir. Enfin, on voit finalement que l'émergence du capitalisme, c'est quelque chose de spécifique qui arrive en Angleterre, et dans des conditions très particulières, et de violent. Voilà. Et donc finalement, c'est beaucoup plus en prise finalement avec notre réalité actuelle, quoi. Alors après, c'était le but de cette émission, c'est de dire que ce récit, il était extrêmement intéressant, mais le problème, c'est qu'il est quand même beaucoup trop centré sur l'Angleterre. Et il parle finalement quasiment que de l'Angleterre. Et même si je reste attaché à l'idée que le capitalisme, il naît en Angleterre, il n'est pas en Angleterre de manière autarcique, mais c'est même carrément une perspective vraiment insulaire, quoi. C'est ce qui se passe sur l'Angleterre physiquement et pas au niveau impérial. C'est ça. Donc c'est même pas l'Angleterre et ses colonies, c'est vraiment l'Angleterre tout seul. Et au contraire, on pense que c'est important de faire une histoire globale de l'émergence du capitalisme, parce que, notamment pour aujourd'hui montrer son articulation avec des formes d'oppression globale. Parce que finalement, le marxisme politique ne relie pas ça à l'émergence du patriarcat, alors qu'on pourrait le faire, on l'a déjà fait dans l'émission avec Caliban et la sorcière, on le refera pas ici, mais aussi avec l'esclavage, avec la question de la colonisation du monde. Enfin voilà, il y a un besoin clairement avec la subordination des périphéries, de ce qui va devenir des périphéries à ce qui va devenir des centres, notamment l'Angleterre. On voit qu'il y a besoin d'une histoire de l'émergence du capitalisme qui soit peut-être d'abord qui parte effectivement de l'Angleterre, mais qui soit où le capitalisme anglais, et bon d'abord le féodalisme anglais puis le capitalisme anglais, est interconnecté avec le reste du monde. Et on le voit bien dans le féodalisme anglais que, par exemple, si les aristocrates ont pu se tourner massivement
vers des productions commerciales avec la crise du féodalisme après 1350, c'est précisément parce qu'il y avait une demande massive de laine par des industries non capitalistes en Europe continentale et notamment dans les Flandres. Et donc là, on voit vraiment qu'il y a besoin d'une histoire, certes qui reste spécifique du capitalisme, mais qui est interconnectée. Et on voit bien aujourd'hui que le capitalisme, de toute façon, repose sur une interconnexion généralisée des sociétés. Peut-être une autre limite qui va avec ce problème de l'articulation. On pourrait la comprendre à partir du problème de l'État dans l'explication de l'émergence du capitalisme chez les marxistes politiques, qui est qu'il est à la fois, en fait, il y a une spécialisation des moyens de coercition dans la sphère publique et une spécialisation des moyens d'extraction du surplus dans la sphère économique. Donc il y aurait ces deux sphères qui se séparaient un peu comme ça, ce qui permet aux marxistes politiques de faire une dichotomie entre les modes d'exploitation coercitive politique et économique. Donc le capitalisme serait caractérisé par une dominante économique, alors que en fait quand on regarde les études micro-historiques sur l'Angleterre de l'époque montrent bien que l'État avait la main particulièrement lourde pour imposer une forme de vie capitaliste, notamment avec l'imposition de l'impôt, qui venait en fait remplacer les formes d'endettement locales précédentes. Et ce qui pose donc aussi la question de l'articulation entre la dynamique spécifique de l'Angleterre et la dynamique des pays occidentaux proches. C'est-à-dire que si on peut plus simplement dire voilà, en Angleterre, c'est les moyens d'extraction économique qui ont pris le devant, ça complexifie aussi la question de est-ce que simplement c'est des États féodaux à côté qui n'ont pas réussi à faire dominer l'économie, ou est-ce que l'articulation est plus complexe que ça? Ce qui était intéressant, disons, dans cette thèse du marxisme politique, c'était de clairement dire bah non, le capitalisme, c'est pas l'exploitation, c'est une certaine forme d'exploitation qui passe par le surtravail, par le salariat, par le profit, alors que dans les autres formes de société, c'est très différent, et du coup, c'est pas dès qu'il y a de l'exploitation, il y a du capitalisme. Mais par contre, là où ils vont trop loin, c'est que ils coupent les ponts entre les deux, et surtout, en réalité, c'est pas si tranché que ça. Peut-être, moi, je serais assez en faveur d'une espèce de forme de dualisme souple là-dessus. Parce qu'en réalité, par exemple, si on suit Jean-Yves Grenier dans son livre L'économie d'Ancien Régime, bah si, il y a des formes d'exploitation économique en France, clairement, au XVIIIe siècle. Par exemple, les paysans qui sont obligés de louer leurs terres à des propriétaires bourgeois, bah clairement, il y a une exploitation économique, il n'y a pas de coercition. Et pourtant, Jean-Yves Grenier montre bien que c'est pas une société capitaliste. Et du coup, c'est pas tellement ce qui caractérise pas le capitalisme, c'est pas en soi l'exploitation économique versus exploitation politique, mais c'est le fait que cette forme d'exploitation économique, enfin l'exploitation économique, elle prend la forme d'une concurrence généralisée et dans un marché relativement unique avec une dépendance totale au marché, ce qui n'était pas le cas du coup des paysans français, qui n'étaient pas dans un marché unique avec une compétition généralisée, unifié surtout. Voilà, et pas dans un marché unifié français, et qui n'étaient pas intégralement dépendants de la location de ces terres. Et surtout, ces terres, ils les louaient non pas pour les vendre au marché, mais pour l'autosubsistance. Donc là, effectivement, un des problèmes, et réciproquement, à l'inverse, du coup, il y a des formes d'exploitation économique qui ne sont pas capitalistes, même si elles y ressemblent un petit peu, mais elles sont pas, il y a des formes d'exploitation économique qui ne sont pas capitalistes, et inversement, des formes d'exploitation politique peuvent jouer un rôle décisif dans le cadre du capitalisme. Je pense notamment à l'esclavage au sud des États-Unis au XIXe siècle. Charles Post, dans The American Road to Capitalism, qui est un livre très intéressant, qui est un marxiste politique, défend l'idée que le sud des États-Unis n'était pas capitaliste parce que l'esclavage n'est pas un rapport de production capitaliste, puisque c'est pas du salariat. Moi je suis globalement d'accord avec le fait que ce n'est pas le rapport maître-esclave, ce n'est pas un rapport de production capitaliste. D'ailleurs, ça existait dans plein d'autres sociétés qui n'étaient pas capitalistes. Donc, en soi, ce n'est pas un rapport de production capitaliste. Mais le problème, c'est que, pour autant, ça s'insère dans une totalité qui était capitaliste. C'est-à-dire que le capital dont avaient besoin les planteurs au sud des États-Unis, il venait d'où? Il venait massivement d'Angleterre.
qui était une société capitaliste selon les critères même du marxisme politique. Les esclaves y venaient à travers essentiellement des bateaux, des marchands d'esclaves britanniques, qui eux clairement étaient des entreprises capitalistes, puisqu'il n'y avait même plus de monopole à cette période-là, quoi. Et les débouchés des productions de coton par ces esclaves étaient le marché capitaliste anglais, et c'est ce qui a permis la révolution industrielle. Donc clairement, on voit bien qu'une forme d'exploitation politique comme l'esclavage, qui est non capitaliste, peut jouer un rôle décisif non seulement peut jouer un rôle décisif dans l'essor du capitalisme, en l'occurrence de la révolution industrielle quand même, mais en même temps est complètement inscrit dans une totalité capitaliste. Et c'est là où moi je serais quand même en faveur d'un assouplissement clair du dualisme du marxisme politique, c'est que sinon on fait une espèce de séparation artificielle entre l'esclavage au sud des États-Unis et la révolution industrielle en Angleterre, ce qui n'est absolument pas tenable. À la limite, on peut faire un dualisme comme ça entre le nord et le sud des États-Unis, comme le fait Charles Post. Peut-être que c'est questionnable, mais enfin en tout cas, il essaie de démontrer que c'était vraiment deux dynamiques très différentes, je veux bien le croire. Mais alors là, clairement, pour le coup, le sud des États-Unis est complètement inscrite dans le capitalisme anglais, et d'ailleurs obéit donc fait partie de ce marché unique anglais, obéit bien à des contraintes de compétition généralisée. Du coup, ils sont obligés, parfois, le prix du coton baisse en fonction de cette compétition généralisée. Du coup, ils sont obligés d'augmenter l'exploitation des esclaves. Enfin, clairement, on peut pas faire une histoire autarcique de la révolution industrielle qui ne prendrait pas en compte cette forme d'exploitation non capitaliste qu'est l'esclavage, et qui pourtant était décisif et qui faisait partie de la totalité du capitalisme. Et tout ça, c'est très intéressant. On trouve ça notamment dans le bouquin de Sven Beckert, qui s'appelle Empire of Cotton, et qui est assez intéressant, plutôt sur la partie empirique plutôt que sur la partie théorique, parce qu'elle est critiquable. On y reviendra peut-être dans la deuxième partie de l'émission. Il y a d'ailleurs même pas vraiment de partie théorique. Ouais, il y a pas vraiment de partie théorique, c'est clair. Et je pense que clairement, il y a un problème avec cette vision du marxisme politique, d'une émergence un peu autarcique du capitalisme dans un seul pays, un petit peu comme on parlait du socialisme dans un seul pays. Il y a un petit peu ça, et du coup l'importance de la domination géopolitique du colonialisme, de l'esclavage, et on pourrait même parler du patriarcat, disparaît complètement. Et d'autre part, un des autres problèmes plus général de Brenner et de ses successeurs et successrices, c'est le fait que comme ils veulent montrer que le capitalisme, et là encore une fois, ils sont dans un dualisme qui est très classique en histoire, et finalement où ils reprennent des choses qui étaient dans le grand récit smithien, c'est que finalement ils ont tendance, pour accentuer le caractère dynamique, compétition généralisée et tout du capitalisme, à dire que les sociétés non capitalistes, faudrait mieux dire non que pré, parce que sinon pré, on rentre dans une vision très téléologique, que les sociétés non capitalistes n'étaient pas dynamiques, alors qu'en réalité c'était des sociétés dynamiques, le féodalisme avait sa dynamique, la Chine du XVIIIe siècle avait sa dynamique, toutes les sociétés ont des formes de dynamique, et le meilleur exemple c'est le fait que un des moteurs de la révolution industrielle, qui a poussé les manufacturiers anglais à développer les forces de production technologiques, à rationaliser le processus de production, à grouper les artisans dans ce qui est devenu des fabriques disciplinaires, etc. C'est la concurrence supérieure des textiles indiens qui étaient pourtant produits de manière non capitaliste, où c'était des producteurs qui possédaient leurs moyens de production, etc., qui passaient par des réseaux de marchands non capitalistes, et qui pourtant étaient plus compétitifs que les manufacturiers anglais de l'époque, qui faisaient des trucs de meilleure qualité, et pas forcément beaucoup plus chers. Et donc là, on voit que il y a vraiment des limites à une explication uniquement centrée sur l'Angleterre, de l'émergence du capitalisme, anglais lui-même d'ailleurs. Enfin, tout ça pour dire qu'il faut vraiment une histoire globale de l'émergence du capitalisme, même si, pour des raisons à la fois politiques et historiques, il faut évidemment définir le capitalisme de manière spécifique pour le dénaturaliser, tout ça. Mais il faut aussi
pour finir sur ces raisons politiques, l'articuler avec d'autres formes de domination qui coexistent avec le capitalisme depuis son émergence et qui continuent de coexister avec lui, le colonialisme, l'esclavage, le patriarcat, la subordination d'une partie du monde périphérique, entre guillemets, à des centres, etc., etc. Et donc, dans la deuxième partie de cette émission, on va essayer de montrer qu'est-ce que peut nous apporter des historiographies qui, justement, pensent d'emblée, de manière globale, que ce soit l'historiographie des systèmes-mondes, que ce soit l'histoire, ce qu'on a appelé l'histoire globale, ou l'histoire économique globale, plus spécifiquement, et ensuite la fameuse thèse de la grande divergence, qui sont que des récits qui critiquent le fait qui critiquent l'anglocentrisme ou l'eurocentrisme des récits alors traditionnels de l'émergence du capitalisme et aussi du récit du marxisme politique de l'émergence du capitalisme. Donc là, on va faire une pause musicale. Et dis-moi, est-ce un rêve ou la réalité? Notre errance improbable dans cette immensité. La balade s'est emballée il y a si longtemps que tout le monde a oublié le pourquoi du comment. Le comment du pourquoi, du commun des mortels. La servitude volontaire et ses petites ficelles. Je te prêterai bien un ami si jamais ça se prête, mais ce n'est pas dit. Rouki brouki, les mains dans les poches. La nuit est chaude, les corps frissonnent et l'orage approche. Nous dansons dans les rues et les pavés résonnent. Ne t'inquiète pas, nous sommes tous là et n'oublierons personne. Ou de l'imagination, que les étoiles se moquent bien de nos agitations, qu'elles se racontent le soir nos déboires en rigolant. On dit certaines même sans mort de rire depuis longtemps. Et dis est-ce un fantasme ou la vérité que tes yeux m'avalent pour l'éternité? Je t'emprunterai bien ton joli petit pied pour oublier un instant sur quel pied danser. Rouki brouki, les mains dans les poches. La nuit est chaude, les corps frissonnent et l'orage approche. Nous dansons dans les rues et les pavés résonnent. Ne t'inquiète pas, nous sommes tous là et n'oublierons personne. Réel ou une hallucination? Que nos amours, nos amitiés sont le meilleur bastion, que malgré la grisaille de toutes nos prisons, un tremblement de chair éclate quand nous nous embrassons. Dis-moi, est-ce possible ou juste un délire de vivre un peu mieux ou carrément moins pire? Je veux dire par là une vie sans dictat comptable. Les plus belles choses de toute façon ne seront jamais rentables. Rouki brouki, les mains dans les poches. La nuit est chaude, les corps frissonnent et l'orage approche. Nous dansons dans les rues et les pavés résonnent. Ne t'inquiète pas, nous sommes tous là et n'oublierons personne. Rouki brouki, les mains dans les poches. La nuit est chaude, les corps frissonnent et l'orage approche. Nous dansons dans les rues et les pavés résonnent. Ne t'inquiète pas, nous sommes tous là et n'oublierons personne.
Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, dans une émission de Sortir du capitalisme, consacrée aujourd'hui à une histoire globale de l'émergence du capitalisme. Et donc nous sommes avec Benjamin, étudiant en sciences sociales, pour parler de ce sujet. Dans une première partie de cette émission, nous avons fait une critique de l'historiographie traditionnelle, et notamment des problèmes à la fois historiques et politiques que l'historiographie traditionnelle posait. On a du coup proposé une autre théorie de l'émergence du capitalisme, beaucoup plus spécifique et qui dénaturalise plus le capitalisme, qui était celle du marxisme politique. Et puis on a vu les limites du marxisme politique, notamment sur le fait qu'elle restait trop anglo-centrée et que ne faisait pas assez de connexion avec les dynamiques des autres sociétés en dehors de l'Angleterre, et du coup d'articulation avec les autres formes d'oppression globale comme l'esclavage ou la colonisation. Pour maintenant esquisser et aller vers une histoire globale de l'émergence du capitalisme, il y a un certain nombre de courants historiographiques qui ont tenté de sortir des limites de l'Europe pour penser l'émergence du capitalisme, et notamment la première, pas historiquement, mais la première qui peut apporter des choses par rapport à ça, ce serait du coup l'histoire en termes de système-monde, qui est donc une approche qui a été proposée à la suite de Fernand Braudel, qui est un historien du coup assez important de la Méditerranée notamment, qui a beaucoup utilisé le concept d'économie-monde. Finalement, le fait que le développement commercial de l'Europe du 15e au 18e siècle n'était pas un développement stricto sensu européen, mais un développement beaucoup plus global, qui allait vers l'Inde, vers la Chine. À partir de ça, Immanuel Wallerstein, qui est donc un sociologue états-unien, a proposé du coup de parler de l'histoire de l'émergence du capitalisme en termes d'une succession de systèmes-mondes. D'abord le système-monde espagnol, portugais, génois, etc., donc plutôt du 15e, 16e siècle. Ensuite un système-monde hollandais plutôt au XVIIe siècle. Un système anglais ensuite à partir de la révolution industrielle jusqu'à la fin du 19e siècle, et puis enfin le système monde américain dans lequel on serait toujours. Et l'intérêt de leur perspective, c'est que ça relie l'histoire de ce qui malheureusement est toujours pensé en termes de moteur ou de centralité historiographique, c'est-à-dire l'Europe, l'Occident, les États-Unis, etc. Mais il y a une articulation entre du coup ce qui est appelé des centres. Alors du coup, moi, ce que je trouve intéressant quand même, c'est cette notion de centre, finalement, comme elle est extensible au Japon, à la Chine aujourd'hui, finalement, elle perd progressivement au cours de l'histoire de son caractère très eurocentrique. Et des centres qui seraient caractérisés par le fait qu'ils se subordonneraient des périphéries dont ils capteraient les ressources, la force de travail, etc. Et donc à différents moments de l'histoire. Donc par exemple, on pense là au pillage des Amériques par les empires espagnols et portugais qui ont drainé énormément d'argent et d'or. On pense au système monde anglais à la révolution industrielle qui reposait énormément sur le coton issu du travail des esclaves dans le sud des États-Unis, puis bon avant aussi dans les Caraïbes. Et puis on pense aux États-Unis et le système pétrolier mondial qu'ils ont mis en place au cours du XXe siècle. Donc il y avait quand même un intérêt avec cette notion de centre et de périphérie, même si à mon avis il faudrait complexifier un peu cette notion de centre et de périphérie, peut-être parler de différentes formes de centre. Il y a presque des espèces de noyaux qui sont vraiment centraux, genre Londres par exemple. Londres, Manchester, c'est vraiment des noyaux du capitalisme industriel ou du capitalisme financier au 19e siècle. Avec par ailleurs des périphéries rurales locales. C'est ça, des périphéries rurales locales, donc on pourrait parler de périphérie centrale. Enfin voilà, il y aurait vraiment moyen d'étendre ça en multipliant le niveau des échelles, mais enfin en tout cas c'est assez intéressant puisque c'est vraiment un type d'approche qui permet de penser des connexions qui sont pensées en termes inégales. Donc ça c'est très intéressant parce que ça permet de penser la connexion et ça permet de la penser de manière inégale. Et notamment d'articuler du coup les formes d'exploitation. Par exemple, des formes d'exploitation reposant sur un travail formellement libre dans les centres et des formes d'exploitation reposant sur des moyens d'extraction du coup non économiques, coercitifs de la force de travail. Dans les périphéries. Ouais, complètement. C'est vrai que du coup, ils ont réussi à sortir d'une histoire qui opposait finalement le salariat à l'esclavage, que ce soit de manière positive pour les libéraux en disant le salariat c'est génial, l'esclavage c'est pas bon,
ou que ce soit de manière plus marxisme politique en disant le salariat c'est pas bon, l'esclavage non plus c'est pas bon, mais c'est pas du tout la même chose, c'est vraiment très très séparé quoi. Et c'est clair qu'il y a vraiment, ils ont réussi à penser, voilà, les formes d'exploitation domestique, il y aurait presque des usages féministes qu'on pourrait faire de la théorie des systèmes mondes. Même Wallerstein commence à en parler un petit peu, notamment dans son livre qui s'appelle Race, Nation, Classe, qui est très intéressant, sur lequel on a fait une note de lecture. Mais en tout cas, ça permet de penser ça. Après, les grosses limites de cette approche, pour en citer quelques-unes, le premier problème, c'est que ça parle de système monde, alors même que on peut considérer que jusqu'à la colonisation de l'Inde, qui commence vraiment dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et surtout dans la colonisation informelle de la Chine à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire les guerres de l'opium globalement, on peut considérer que avant cette période où l'Inde et la Chine sont effectivement subordonnées à ce qu'on pourrait appeler le système monde britannique, enfin, à partir de ce moment-là, tant qu'il y a ça, il n'y a pas un système monde britannique, dans le sens où il y a plutôt une espèce de un système transatlantique britannique, où là, vraiment, la Grande-Bretagne est centrale, c'est le fameux commerce triangulaire, quoi. Voilà, avec, du coup, la Grande-Bretagne qui ramène des produits manufacturés, du coton d'Inde, ou des armes, pour récupérer des esclaves. Les esclaves sont ramenés dans les Caraïbes, et au sud des États-Unis, pour produire du coton qui va servir à la révolution industrielle anglaise. Mais enfin, en tout cas, il y a effectivement quelque chose comme un système transatlantique britannique qui existe dès le XVIIIe siècle. Par contre, parler de système monde, c'est très problématique parce qu'en réalité, l'Inde et la Chine conservent une indépendance politique très forte pour la Chine, un peu plus faible pour l'Inde, jusqu'au XIXe siècle. Et donc, ce qui fait que, par exemple, quelqu'un comme Sven Beckert proposait de parler plutôt de réseaux mondiaux avant l'émergence vraiment d'un système monde. Donc, d'une certaine manière, il y a une espèce d'eurocentrisme, c'est-à-dire on fait naître le système monde européen, entre guillemets, bon, en réalité qui est anglais principalement au XIXe siècle. Enfin, après, avec l'expansion coloniale de la France et des autres puissances, on peut parler d'un système monde européen, mais enfin, en tout cas, ils étendent ce système monde anglais ou européen avant même son existence, à partir simplement de la conquête des Amériques et de la subordination de l'Afrique de l'Ouest à travers l'esclavage. Mais c'est trop tôt parce que ça veut dire c'est comme faire comme si le monde c'était l'Atlantique. Et or, ben non, il y a la Chine et il y a l'Inde. Et ce qui fait que par exemple quelqu'un comme Gunther Frank, qui a plein de problèmes et dont on va parler d'ailleurs, eh ben il a raison de dire, enfin de pointer que une énorme partie de l'or et de l'argent qui était drainé à partir de l'Amérique du Sud vers l'Espagne se retrouvait ensuite en Chine parce que les Européens avec ça achetaient des produits chinois. Et l'Inde reste jusqu'au XVIIIe siècle inclus le plus gros producteur le plus gros exportateur même de textiles au monde, quand on sait la centralité du textile jusqu'au XIXe siècle inclus, même dans la révolution industrielle. On voit bien que clairement il y a un problème par rapport à ça. Et du coup, la critique qu'on pourrait faire un petit peu finalement de Wallerstein, c'est que, certes, il sort d'un eurocentrisme strict et il passe à une forme de transatlanticocentrisme qui reste assez limitatif et vachement focalisé finalement sur l'histoire des États-Unis et de l'Europe. Et ensuite, à partir de Wallerstein, faut rappeler un truc que pour lui, avant, il n'y a pas de système monde. Le capitalisme marque, quand il émerge, marque aussi l'émergence de un système monde. Donc avant, il y a ce qu'il appelle des empires mondes. C'est écrit empire-monde ou système-monde, c'est pour dénoter le fait que ce seraient des zones qui fonctionneraient comme des mondes en tant que tels, complètement introvertis sur elles et eux-mêmes. Ce qui fait que de là, ça ouvrait des portes immenses effectivement à la contestation où situer le cœur du monde ou de la pluralité de systèmes mondes. Et donc de là, il y a toute une littérature qui essaie de se faire l'avocat de la présence de systèmes mondes ailleurs et avant, donc notamment en Asie du Sud-Est, dans l'océan Indien, même parfois en Amérique, même si c'est beaucoup plus difficile comme démonstration. Mais donc on voit que dans la thèse de Wallerstein même, il y avait des limites qui font que ça peut tout de suite partir, ces cadres spatio-temporels sont très faibles, la manière dont il les pose est très faible, ce qui fait qu'on peut s'étendre en amont temporellement, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher du système monde en Mésopotamie en moins 5000. C'est ce que fait Gunther Frank d'ailleurs. Ce que fait par exemple Gunther Frank, comme on peut en fait dire que, comme Gunther Frank, il n'y a jamais eu qu'un seul système monde avec plusieurs cœurs, et là-dessus, c'est édifiant les débats de Wallerstein et Gunther Frank, ils ont vraiment eu des échanges acérés, interposés, mais
Wallerstein n'a aucun argument à part dire je trouve que c'est trop tôt. C'est-à-dire que simplement posant l'émergence du système monde à partir d'une intensification du commerce, parce que ça, il faut le rappeler, du coup, pour Wallerstein, c'est les échanges commerciaux, le critère déterminant. C'est-à-dire qu'on passe à un commerce de masse et pas justement à un commerce marginal et de biens de luxe entre différents pays, différents États, différentes sociétés. Et donc pour lui c'est ça. Donc à partir du moment où ensuite des historiens trouvent des traces de commerce de masse ou éventuellement de commerce inégal dans des phases précédentes, on peut effectivement reprendre des critères de Wallerstein lui-même et à son corps défendant pour dire qu'il y avait du capitalisme. Oui, clairement, c'est ça le gros problème finalement de Wallerstein. Et d'ailleurs il a été critiqué par Robert Brenner dans un article qui s'appelait Critique of Neo-Smithian Marxism. Donc du coup une critique d'un marxisme néo-smithien, parce que finalement, même s'il sortait des frontières de l'Europe, le récit de Wallerstein reste très smithien dans le sens où finalement il y a une espèce de compulsion de l'humanité vers le profit, l'échange, etc. Et finalement, ce qui faisait obstacle, disons avant le XVIe siècle, ce n'est plus comme dans le récit smithien le féodalisme, mais c'est un autre concept, c'est-à-dire c'est les empires-mondes, voilà, qui empêcheraient le développement du commerce et du profit et l'accumulation du capital, qui est très mal défini d'ailleurs chez Wallerstein, puisqu'on a l'impression que c'est juste une espèce de chose, pas un rapport social, et finalement aurait fait obstacle. Et donc il prend l'exemple, voilà, typiquement de la Chine, où du coup les paysans ne peuvent pas vendre leur surplus sur le marché et du coup générer une espèce de dynamique, d'innovation, d'accumulation de capital, donc avec leur profit de leur vente, innover, augmenter les moyens de production, développer la division du travail, etc., etc. Donc ça reste très smithien finalement, mais du coup là c'est la captation par une bureaucratie centralisée, comme par exemple la Chine, où finalement ça sort du schéma féodalisme, mais c'est principalement parce qu'il prend un autre exemple, il prend celui de la Chine et de l'Inde, où il y a effectivement soi-disant des États centralisés et tout, qui est beaucoup plus faible que ce qu'il dit, mais voilà, quoi. Et puis c'est un schéma qu'on retrouve en général dans son argumentation, qui est aussi un problème que il reprend les logiques que d'habitude on place à l'échelle de l'État-nation, sauf qu'il les élargit à l'échelle de ces systèmes mondes ou de ces empires mondes. Donc, par exemple, la logique féodale à l'échelle des empires mondes. Ouais. Ce qui pose des problèmes parce qu'en fait, on ne fait pas sauter des logiques sociales d'une échelle à une autre comme ça. Ouais, complètement. Et ce qui fait que du coup, il a tendance à reprendre la vision un peu du despotisme oriental, comme quoi l'empereur de Chine aurait vraiment eu un pouvoir énorme, alors qu'en réalité, il avait un pouvoir à peu près identique à celui du roi de France, c'est-à-dire un pouvoir en fait extrêmement faible, parce que comment contrôler un pays avec simplement des messagers qui envoient des missives, et en réalité c'est aux échelons locaux où il y avait le pouvoir était principalement local, même si évidemment il y avait quand même des capacités de mobilisation militaire et fiscale qui étaient indéniables, mais Wallerstein grossit les traits. Après Wallerstein, il y a eu d'autres historiens qui finalement se sont réclamés du système monde. Bon, alors il y a évidemment Gunther Frank, peut-être tu peux en parler. En fait, je pense qu'il y a une transition par rapport à ce que tu viens de dire sur le fait qu'il reproduit un peu le cliché du despotisme oriental, c'est que s'annonçant comme une histoire non eurocentrique, Wallerstein finalement reproduit les dichotomies usuelles de l'eurocentrisme avec the West and the rest, l'Occident et le reste et les autres. Et donc là-dessus, il y a d'autres historiens effectivement qui ont essayé de continuer à dépasser l'eurocentrisme. Sauf que ce qui est frappant, c'est qu'ils l'ont fait toujours avec les mêmes outils analytiques fondamentaux que Wallerstein, avec une perspective néo-smithienne. Donc notamment, il y a un anthropologue comme ça, Jacques Goudy, qui s'est de plus en plus à travers sa vie intéressé à l'histoire globale, hein. Même si ses perspectives sont un peu plus complexes, hein. En gros, sa thèse est que à partir de l'âge de bronze, il y a des sociétés mercantiles qui émergent et que toutes partagent des traits. C'est-à-dire que à travers toute l'Eurasie, les sociétés qui émergent en Mésopotamie, en Chine orientale, puis ensuite qui vont émerger au fur et à mesure en Grèce, puis en Europe, etc., partagent des traits fondamentaux, à savoir la présence d'une élite cultivée, de marchands, d'une sphère publique, d'une protoforme de société de consommation, et que donc tracer des lignes trop marquées entre elles serait problématique. Donc ce que lui dit, c'est que plutôt que de prendre un instant T, par exemple le passage du féodalisme au capitalisme en Europe, et prendre cet instant et le prendre comme une preuve de la supériorité intrinsèque du capitalisme, il dit il faudrait voir ça en termes de cycle de croissance et de décroissance. C'est-à-dire qu'à certains moments, depuis l'âge de bronze, il y a
des sociétés qui sont dominantes et d'autres qui sont dominées, mais finalement, elles sont pas radicalement différentes les unes des autres, et c'est jamais qu'une domination temporaire. Et donc la domination occidentale s'insérerait dans cette suite de domination temporaire où finalement tout le monde partagerait plus ou moins les mêmes formes de vie, avec une circulation des savoirs, des technologies, des formes de pensée, etc. Donc ce qui pose évidemment un énorme problème et que lui-même il a fini par cerner à la fin de son œuvre, notamment dans le bol de l'histoire. Il dit lui-même est-ce qu'on pourrait se passer du concept de capitalisme? Et il semble répondre par l'affirmative en fait. Dans son cas d'analyse, c'est pas un concept pertinent, puisqu'en fait tout est pareil depuis l'émergence des villes. Il n'y a pas besoin de positionner de rupture radicale. Il y a d'autres historiens qui ont fait un peu le même genre de choses, donc on a parlé de Gunther Frank. Oui, qui a remplacé ça par une espèce de truc finalement sinocentrique, où finalement au XVIIIe siècle, le monde entier tournait autour de la Chine, c'est quand même très, très, très critiquable, quoi. Voilà, et alors avec cette particularité que donc, Goody n'est pas historien de formation, même s'il a fait beaucoup d'histoire. Gunther Frank n'est pas historien de formation non plus. Mais par contre, quelqu'un qui est historien de formation et qui est un peu moins connu, mais qui s'est essayé à vraiment mettre sur le métier un paradigme de ce type, c'est Victor Lieberman. Donc dans une œuvre en 2 volumes qui s'appelle Strange Parallels, Southeast Asia in Global Context, il étudie un millénaire d'histoire de l'Asie du Sud-Est dans une perspective à la fois comparée avec la Chine, la Russie, le Japon, l'Angleterre et la France, et l'Inde également aussi, et dans une perspective connectée. Et en fait, ce qu'on retrouve, c'est exactement la même incapacité à restituer des différences socio-historiques. C'est-à-dire que vous lisez 1500 pages qui parlent de sociétés aussi différentes les unes des autres, et que vous ressortez avec le sentiment que toutes partageaient la même morphologie, les mêmes fonctionnements et logiques sociales, qui est a priori problématique. Et donc c'est un exemple particulièrement utile parce que voilà, quand on traite de tant de sociétés tellement différentes qu'on est incapable de restituer une différence, c'est qu'il y a a priori un problème dans le paradigme pour les aborder. Sous prétexte de vouloir détruire pour de bon l'eurocentrisme, en fait effectivement il n'y a plus de différence est-ouest, à part des différences très conjoncturelles. Mais de fait, c'est plus de l'eurocentrisme, c'est ce qu'on pourrait appeler un capitalocentrisme. Ouais, complètement. Et finalement, moi, ce qu'on peut avoir l'impression avec l'approche donc de l'histoire globale anti-eurocentrique, c'est que bon, avec Gunther Frank, clairement, l'idée que finalement ça existe depuis 5000 ans, c'est qu'on a un peu l'impression que la globalisation capitaliste finalement est un phénomène transhistorique. Finalement, c'est même pas seulement le capitalisme qui est transhistorique, c'est même la globalisation capitaliste qui est transhistorique. Et globalement, il y a une espèce d'agenda politique qui est un peu une espèce d'exaltation de la nouvelle mondialisation depuis le début des années 2000 avec un capitalisme polycentrique. Et du coup, il y a une espèce d'obsession historiographique du polycentrisme. Alors parfois c'est tout à fait valable, clairement le fait que le monde n'était pas centré sur l'Europe jusqu'au 19e siècle, c'est tout à fait vrai, c'est très intéressant. Mais le problème c'est que j'ai quand même l'impression que ça notamment Pomeranz dans la grande divergence, donc l'idée finalement que il y avait pas de différence fondamentale entre l'Europe et la Chine, et notamment entre l'Angleterre et le delta du Yangtze jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, et que le monde était polycentrique, et que finalement la Chine n'a pas pu faire la révolution industrielle pour des raisons qui tiennent principalement au fait que les réserves de charbon au nord étaient situées loin des zones économiques les plus développées, et toutes des explications qui sont faites, et qu'ils avaient pas de colonies dans le Nouveau Monde. Bon, ce qui est quand même, c'est presque du déterminisme écologique pur et dur. Du coup, on a l'impression que on retombe dans le schéma smithien finalement. C'est des sociétés qui auraient dû arriver à la révolution industrielle, au capitalisme industriel, mais qui n'ont pas pu pour des raisons écologiques, pour des raisons externes finalement. Et ce qui ramène en plus à une espèce de déterminisme environnemental assez lambda. Oui, c'est ça. Et finalement, c'est pour ça quand même qu'il y a un côté, même si Pomeranz s'en défend, mais un côté très malthusien finalement dans la thèse de Pomeranz, c'est-à-dire, il y a des contraintes écologiques tellement fortes en Chine que finalement ils n'ont pas pu faire comme en Europe, alors qu'en Europe, il y a eu une levée de ces contraintes écologiques par la machine à vapeur. Alors même que cette thèse est complètement, pas complètement fausse, c'est vrai que la révolution industrielle à un moment aurait eu besoin à un moment de charbon et de machines vapeur pour se poursuivre. Mais au début, les 50 premières années, comme le montre par exemple Andreas
passe mal dans Fossil Capital, Ou Sven-Becker dans Empire of Cotton d'ailleurs. ou aussi Sven Becker dans Empire of Cotton, c'est que la révolution industrielle s'est faite d'abord avec de l'énergie hydraulique en Angleterre pendant les 50 premières années. Et du coup, dire que la révolution industrielle en Angleterre, elle a eu lieu parce qu'il y avait du charbon, je veux dire de l'eau, il y en avait en Chine aussi d'ailleurs, il y en avait même pas mal. Et donc du coup, c'est une thèse qui est hyper réductionniste. Oui, le charbon était une condition nécessaire de la révolution industrielle et du capitalisme industriel, mais c'était pas du tout une condition suffisante et ni une condition déterminante. Et ce qui en réalité a fait la différence entre le delta du Yangtze et l'Angleterre, c'est le fait que les dynamiques sociales étaient complètement différentes. C'est-à-dire que d'une part, en Angleterre, on avait cette dépendance générale au marché, l'expropriation de la paysannerie, un salariat massif. Cette dynamique, disons, du capitalisme agraire a fait que, d'une part, une partie de la population croissante a été poussée vers les villes, parce qu'expulsée des campagnes, et donc ça a créé une main-d'œuvre qui était dépendante du salariat, et donc qui était disponible finalement pour l'industrialisation, pour le système des fabriques. Première condition. Deuxième condition, l'expansion gigantesque de la production agricole, avec une augmentation sans cesse de la productivité du travail, la diminution des coûts, etc., a fait que les denrées agricoles étaient moins chères. Et du coup, ces denrées agricoles, le fait qu'elles soient moins chères, ont permis du coup aux consommateurs anglais de consacrer une partie de plus en plus importante à l'achat notamment de vêtements. Ce qui a permis du coup le développement d'un marché textile assez important en Angleterre. Alors que qu'en Chine, les paysans tiennent les terres, ils sont obligés de perdre une partie de leur récolte parce qu'ils les donnent aux seigneurs, mais les seigneurs n'ont que ça. Ils ont une partie de la récolte, mais ils n'ont pas de contrôle sur les terres. Et les paysans, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de survivre en autosubsistance, parce que ça c'est quelque chose qui est quand même assez important, c'est que, en général, les producteurs agricoles, quand ils peuvent ne pas dépendre, ils cherchent à dépendre globalement le moins possible du marché, parce que le gros risque du marché, c'est que si à un moment, les prix du marché s'effondrent, t'es mort, quoi. Si tu fais de la monoculture de coton, et que les prix du coton s'effondrent, c'est foutu, quoi. Et du coup, l'objectif reste l'autosubsistance. Sauf que le problème, c'est que, avec la dynamique démographique de la Chine, eh bien, les parcelles des paysans sont toujours plus petites. Et ce qui fait que, du coup, ils sont contraints de travailler de plus en plus, et notamment, ils développent effectivement une sorte d'artisanat textile, où ils vont aller vendre, du coup, ils vont fabriquer leurs vêtements, et ils vont aller les vendre sur des marchés. Ce qui fait que, par exemple, Pomerans a vu là-dedans une dynamique proto-industrielle, comme il y avait eu en Angleterre au XVIe, XVIIe siècle. Sauf que la grosse différence, c'est que, bon, outre le fait que, dans le cas de la Chine, les paysans étaient quand même relativement plus indépendants des marchands qu'en Angleterre, où ils étaient complètement subordonnés aux marchands. Et en Inde, c'est pareil, les producteurs textiles avaient beaucoup plus d'indépendance vis-à-vis des marchands qu'en Angleterre, possédaient leurs moyens de production, etc., etc. Enfin bref, à part ces différences, il y a le fait que les producteurs chinois, comme ils tiraient très peu de revenus de la vente de produits agricoles, puisque globalement la priorité c'était de se nourrir, et comme leur parcelle était toujours plus petite, il y avait toujours moins. Ils étaient même obligés d'acheter du grain à l'extérieur, se nourrir, donc ils pouvaient absolument pas en vendre. Et leur production textile étant de très faible qualité, puisqu'ils avaient des mauvaises machines et tout ça, ils avaient des outils très faibles, ils n'avaient pas pu avoir d'accumulation de capital, même s'ils l'avaient voulu, entre guillemets. Or, c'était pas une société capitaliste, donc ils l'auraient pas forcément voulu. Mais il n'y avait pas de possibilité d'accumulation de capital, donc il n'y a pas eu de révolution industrielle en Chine, notamment pour ça. Et parce qu'il n'y avait pas de dynamique de compétition généralisée, il n'y avait pas de marché unique, et finalement les villes en Chine se sont très peu développées aussi à ce moment-là, parce que les paysans pouvaient pas leur acheter grand-chose, donc les manufactures, les biens manufacturés, ils pouvaient pas acheter, parce qu'ils essayaient déjà de survivre. Les villes ne pouvaient pas accueillir grand monde, puisque finalement il n'y avait pas beaucoup de travail salarié à offrir, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de consommation, et d'autre part, de toute façon, on ne pouvait pas nourrir cette population excédentaire des villes. Enfin, il y a tout un tas de raisons sociales et économiques. On pourrait parler d'autres critères, mais notamment au moins de critères sociaux et économiques. Et puis après, une vision du monde différente aussi. Il n'y avait pas de vision du monde capitaliste comme il y avait en Angleterre, clairement en Chine. Toutes ces choses ont fait que l'Angleterre et la Chine n'ont pas pris du tout la même voie. Et c'est pas du tout tombé dans une forme d'eurocentrisme de dire ça, puisque finalement, la trajectoire de la Chine, elle avait un certain nombre d'avantages. Par exemple, au XVIIIe siècle, il y a des grandes famines qui ont été évitées en Chine par le système impérial. Il y avait vraiment un système où l'empereur avait des immenses greniers qui permettaient en cas de famine de porter secours aux régions qui étaient affamées. Et après, c'est quand même une dynamique qui finalement a perdu par rapport à celle de l'Occident, parce qu'il y a eu les guerres de l'opium, il y a eu la révolte des Taiping dans la deuxième moitié du XIXe siècle.
Évidemment, c'était une dynamique qui était, effectivement, par rapport à celle de la révolution industrielle, c'était des dynamiques qui étaient inégales, parce que clairement, la dynamique de la révolution industrielle allait permettre à l'Angleterre de dominer militairement la Chine lors des guerres de l'opium, alors que la dynamique de la Chine, au contraire, allait faire qu'ils allaient perdre. Mais clairement, on voit que la divergence de l'Angleterre vis-à-vis du reste du monde, ce n'est pas avant tout une question écologique ou simplement de colonies, parce que des pays qui avaient des colonies, il y avait la France, il y avait... Alors pourquoi est-ce que finalement le Portugal et l'Espagne ne sont pas devenus les principales puissances capitalistes? Alors que si on prend le 19e siècle, le Portugal et l'Espagne, c'est clairement des périphéries du capitalisme. Des périphéries qui sont sous-développées d'un point de vue capitaliste. Et donc clairement, on voit bien que cette thèse du charbon, elle est beaucoup trop limitée, c'est une condition nécessaire mais pas du tout suffisante. C'est une condition nécessaire pour la poursuite de la révolution industrielle, mais c'est même pas une condition nécessaire pour le début de la révolution industrielle. Alors à part si on prend la question de la concentration urbaine, c'est vrai que Andreas Malm dans Fossil Capital montre bien quand même que le charbon ça a permis de concentrer les populations dans des villes, ça a permis de les chauffer et tout ça, mais à la limite ils auraient pu recourir à du bois en les faisant venir précisément des colonies et tout ça, enfin... Du coup, clairement, le déterminisme écologique, c'est une explication qui est beaucoup trop réduite, et la question des colonies, c'est une question qui élude vraiment le problème, parce que les colonies ont été une condition nécessaire à la révolution industrielle. Pour le coup, là, vraiment, le coton, vraiment, on a raison de dire, le coton des États-Unis a permis la révolution industrielle anglaise. Mais c'est pas le facteur décisif qui a fait que la révolution industrielle a eu lieu, mais plutôt des facteurs comme ceux qu'explique le marxisme politique. Puis en plus, c'est spontanément le déterminisme environnemental, c'est le type d'explication facilement mobilisable et qu'on comprend avec facilité, alors que historiquement c'est extrêmement difficile à démontrer, comme le montre aussi Malm par exemple quand il essaie de regarder si, comme l'expliquent certains historiens économiques, c'est le rendement décroissant de l'énergie hydraulique qui aurait forcé le passage à l'énergie fossile, et où en fait simplement pour des questions de connaître quel était l'état des cours d'eau par exemple à chaque année, leur répartition, leur force, qu'est-ce qu'il y avait autour de chacun d'entre eux, etc. Ça suppose un travail vraiment quasi impossible historiquement en fait, de connaissances, d'archéologie, etc. C'est un genre d'outil explicatif facilement mobilisable mais qui en réalité peut pas avoir de poids déterminant empiriquement. Clairement. Et qui peut marcher que dans une vision, comme un historien qui s'appelle Wrigley, qui a donc écrit des ouvrages sur l'énergie dans la révolution industrielle. Et oui, évidemment que l'industrialisation de l'Angleterre à un moment, bien sûr, que le potentiel de l'énergie hydraulique aurait été entamé et que la transition... Mais ce que montre très bien Malm, c'est que la transition a eu lieu avant que ce potentiel énergétique soit réellement limité, et a eu lieu pour des raisons qui sont liées à la dynamique du capitalisme industriel, c'est-à-dire que la machine vapeur permettait d'asseoir un meilleur contrôle sur la main-d'œuvre, d'augmenter la productivité du travail et de répondre de manière réussie à, aux luttes ouvrières, à la baisse du temps de travail et tout ça. Enfin, voilà, c'est vraiment pour des raisons capitalistes que la machine vapeur a été adoptée et qu'on est passé à une espèce de seconde révolution, enfin, pas de seconde révolution industrielle, mais disons de seconde phase de la révolution industrielle anglaise. Donc non plus basée sur l'énergie hydraulique principalement, mais sur l'énergie de la machine vapeur. Mais c'est vraiment pour des raisons purement capitalistes et pas pour des raisons liées à des questions écologiques. Et finalement, je pense que ce qui est important de souligner, et ça c'est quelque chose qui est clair, c'est que Pomeranz, comme quelqu'un d'autre qui s'appelle Parthasarathi, qui fait le même type de récit que lui sur la question de l'Inde, la divergence entre l'Inde et l'Angleterre. J'y reviendrai plus tard parce que c'est quand même assez intéressant, parce que Parthasarathi est quand même un petit peu plus fin que Pomeranz. Malgré tout, finalement, il retombe, Pomeranz, dans une forme d'eurocentrisme. C'est-à-dire que il prend des institutions qui ont été développées spécifiquement en Angleterre comme étant universelles, comme étant les mêmes partout. Et donc il dit que les institutions économiques en Chine et en Angleterre étaient les mêmes au milieu du 18e siècle. Et il prend pour ça les mêmes critères qu'Adam Smith. Donc il est vraiment dans un récit complètement smithien, c'est-à-dire qu'il dit division du travail, profit, innovation, voilà. Et clairement, on retombe dans un récit smithien qui naturalise le capitalisme et qui a donc qui historiographiquement est mauvais et qui politiquement est catastrophique. Voilà. Après, Parthasarathi, c'est déjà un petit peu plus intéressant parce que même s'il donne un poids encore trop exagéré au charbon, même si, bon, c'est vrai que Pomeranz et Parthasarathi, ils mettent toujours à un moment, ils mettent quand même à un moment
bon, c'est vrai que le charbon, maintenant, on sait que c'est moins central dans la révolution industrielle, vous croyez. Mais malgré tout, mais Pomerantz dit quand même dans un article de 2002, mais malgré tout, sans ça, il n'y aurait pas eu la continuation de la révolution industrielle. Sauf que le problème, c'est que, comment est-ce que tu peux expliquer une grande divergence par quelque part, de toute façon, ça aurait pas pu continuer. Mais non, il faut expliquer la divergence en tant que telle, et donc la révolution industrielle en tant que telle. Et tu peux pas l'expliquer par ce qui se serait passé plus tard, parce que c'est une type d'histoire complètement à l'envers, quoi, téléologique, quoi. Et du coup, Parthasarathi, c'est déjà un peu plus intéressant parce qu'il montre que, bon alors, outre le fait que c'est lui il met bien en avant le fait que l'industrialisation de l'Angleterre a eu lieu notamment en réponse au fait que les textiles indiens étaient plus compétitifs sur les marchés globaux. Du coup, les manufacturiers anglais ont innové, rationalisé le processus de production, etc. pour répondre à la compétition des textiles indiens. Donc, ce qui renverse un peu le schéma eurocentrique. Très intéressant. Et ce qui est un peu intéressant aussi avec Parthasarathi, c'est que il dit bien que la spécificité de l'Angleterre, alors pour le coup, c'est que elle a réagi de manière très différente de la France et de l'Empire ottoman à cette compétition indienne. Comment est-ce que ces trois pays ont réagi? L'Angleterre a réagi en fermant ses marchés au début du XVIIIe siècle au textile indien, mais pas au coton brut. Pour permettre aux manufacturiers anglais justement d'opérer ce que Robert Kurz de la critique de l'art appelle une modernisation de rattrapage, c'est-à-dire, donc du coup, ils ont commencé à copier les textiles indiens, ils ont commencé à essayer d'innover, à faire baisser les coûts de production, à améliorer la qualité, à répondre aux demandes potentielles de différents marchés, etc., etc. Et ensuite, ils ont commencé à devenir compétitifs sur les marchés mondiaux au bout de 70, 80 ans, sur les marchés globaux, et puis ils ont fini par même écraser l'artisanat indien dans la première moitié du 19e siècle. C'est une modernisation d'un rattrapage qu'on pourrait dire capitaliste, clairement. Alors que, c'est une forme de mercantilisme. Le mercantilisme, globalement, la perspective du mercantilisme, c'est une stratégie économique, disons, à partir du 15e, 16e siècle, c'est de dire, on va diminuer nos importations et on va augmenter nos exportations. Pour, justement, la perspective était liée aux métaux précieux, c'est-à-dire, c'était pour éviter que l'or et l'argent se bardent du pays, quoi. Et la stratégie de l'Angleterre, c'est une forme de mercantilisme, mais capitaliste, clairement capitaliste. C'est la seule forme d'ailleurs de mercantilisme capitaliste. Je ne sais même pas si on peut vraiment parler de mercantilisme. Enfin, globalement, ils reprennent des mécanismes qui sont ceux du mercantilisme, c'est-à-dire on stoppe les importations par du protectionnisme douanier, et on va essayer d'exporter plus tard. Le cas de la France est complètement différent, parce qu'en France, ils interdisent non seulement les produits indiens, pas faire de la concurrence aux manufacturiers de la soie et de la laine français, mais ils stoppent aussi les importations de coton brut parce que ça fait de la concurrence aux manufacturiers de la soie et de la laine. Et du coup, ils n'entament pas de modernisation de rattrapage capitaliste. Ils restent dans une forme de protection des intérêts acquis. Bon, ça démontre une nouvelle fois pourquoi est-ce que la France n'est pas capitaliste justement au XVIIIe siècle. Ce sur quoi on a consacré une émission justement avec William. On voit bien les différences de réponse à ça, et alors le cas le plus extrême étant celui de l'Empire ottoman, où eux ils font rien du tout. Ils se laissent envahir par les marchandises indiennes, et il n'y a jamais de modernisation de leur structure, il n'y a jamais de protection, ce qui fait que le secteur textile de l'Empire ottoman, qui était assez dynamique, va décliner progressivement à partir au XVIIIe siècle, et puis au XIXe siècle va s'effondrer, quoi. Bon, Parthasarathi au moins montre que l'État a des réponses différentes. Mais le problème, c'est que, et qui est le même problème qu'avec Pomerantz, c'est que il ne lie pas ces différentes réponses des États à différentes formes de société. Donc une capitaliste en Angleterre, une économie d'Ancien Régime en France, et une forme de société, avec un impératif d'approvisionnement. C'est vraiment une économie d'approvisionnement en Empire ottoman. Le but, c'est même pas comme le mercantilisme français de protéger ses marchés, c'est juste d'approvisionner les consommateurs pour que la société soit pacifiée et que l'armée roule bien et tout ça, quoi. Et le truc, c'est qu'il ne relie pas ça, ces différentes stratégies qui montrent bien, à des formes de sociétés différentes, Parthasarathi, et ce qui fait que du coup, il retombe dans le truc smithien et de Pomerantz, et il essaye de démontrer dans son livre, qui s'appelle « Pourquoi l'Europe est devenue riche et pourquoi l'Asie n'est pas devenue », donc « Why Europe grew rich and Asia did not », il essaye de montrer que, les institutions économiques de l'Inde et de l'Angleterre étaient les mêmes au milieu du XVIIIe siècle, en disant, regardez, il y a de la division du travail, il y a de l'innovation, il y a de l'exportation en Inde. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à un moment, il réfute une thèse comme quoi les textiles indiens étaient plus compétitifs au XVIIIe siècle. Ça, c'est un des apports, je pense, de Parthasarathi. Il réfute l'idée que les textiles indiens étaient plus compétitifs par rapport aux marchandises anglaises, parce que les travailleurs indiens étaient mal payés.
très très mal payés. Et en fait, ils montrent que non, pas du tout. Ils étaient mieux payés. Mais ils avaient un meilleur pouvoir de négociation avec les marchands, etc., etc. Sauf que ce qu'il oublie de dire, c'est que du coup, ça veut dire que les rapports de production en Angleterre et en Inde étaient différents. C'est-à-dire qu'en Angleterre, même à l'époque de la proto-industrialisation, en fait, il y avait une dépendance intégrale vis-à-vis des marchands en termes de matières premières, de débouchés, etc., des producteurs ruraux de textiles. Alors qu'en Inde, en général, ils possédaient non seulement leurs propres outils de production, mais en plus, en général, ils cultivaient le coton eux-mêmes ou dans le cadre d'une économie un petit peu plus large. Mais c'était pas les marchands, ils dépendaient pas du marchand pour leur coton brut. Et ce qui fait que ils travaillaient moins, ils avaient des meilleures rétributions et tout ça. Effectivement, cette thèse de la grande divergence, elle apporte des matériaux empiriques qui sont relativement intéressants, parce que comme le but c'est à tout prix d'être anti-eurocentrique, parfois il y a des choses très intéressantes, mais malgré tout, le problème c'est que ça reste dans un type d'histoire qui est extrêmement smithien. Avec une forme d'eurocentrisme technologiquement incorporé à l'appareil conceptuel. C'est ça. Je pense que ça pourrait être intéressant, peut-être pour poursuivre dans cette critique justement de l'histoire globale et de sa définition qui tend à la naturalisation du capitalisme, parce que finalement, si on dit qu'il n'y avait pas de divergence fondamentale entre aucun pays au milieu du XVIIIe siècle, du coup il n'y a pas de différence entre le capitalisme et les autres formes de société. Il y a d'autres auteurs qui défendent un petit peu, qui restent un petit peu dans une forme d'anti-eurocentrisme smithien. Peut-être qu'on pourrait parler du coup à ce titre d'Arrighi ou de Mielans. Ouais, du coup ça rentre un peu dans les mêmes formes de reproches que ce qu'on peut faire à Goody et Lieberman, de vouloir lier en conservant les mêmes outils analytiques fondamentaux que Wallerstein et que la plupart des gens à qui il s'oppose, de vouloir combiner une approche comparée et connectée de plusieurs sociétés. Par exemple, Eric Mielens dans The Origins of Capitalism and the Rise of the West. Sa thèse principale est qu'on peut trouver la première forme de système monde capitaliste autour des cités-États européennes, donc en Italie et plus dans la Ligue hanséatique. Et pour démontrer ça, il va essayer de montrer les liens que ce système intercité-État avait avec les régions environnantes, notamment la Méditerranée. Comment est-ce qu'il y avait des hiérarchisations de centre, périphérie, semi-périphérie. Comment est-ce qu'il y avait une exploitation économique. Et donc pour le montrer, il va comparer ce système à l'économie politique de la Chine à la même période, à l'économie politique de l'Inde et de l'Afrique du Nord également. Mais finalement, on retrouve exactement le même problème, qui est que c'est des outils analytiques qui sont pas suffisamment discriminants. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont employés dans une fabrique avec quelque chose qui ressemble à un contrat salarié, alors que en fait souvent ces arguments sont basés sur des analyses de sources secondaires. Donc, par exemple, Eric Mielens, qui est sociologue, pas historien, il n'a pas été lire les sources de tous les historiens qu'il a mobilisés pour savoir si vraiment on pouvait parler de contrat salarié. Ce qui est quand même pas du tout la même chose. Jamais c'est pas le cas. Ouais, pour le coup, sur cette question-là, un historien du Moyen-Âge, justement, qui s'appelle Alain Guéraud, a montré justement que dans les sources, on ne trouve jamais mention de journée de travail dans les sources du Moyen-Âge. On parle d'activités très spécifiques, mais le concept de travail n'existe pas au Moyen-Âge. Le terme n'apparaît qu'au XVIIe siècle. Et ça d'une part, et d'autre part, Jean-Yves Grenier, dans l'économie d'Ancien Régime, a montré qu'on ne peut pas vraiment parler de salariat au XVIIIe siècle en France, parce que les formes de rétribution et il n'y a pas vraiment de valeur de la force de travail qui est fixée par des mécanismes de marché, mais c'est lié beaucoup à des coutumes, et donc à des formes de relations intersubjectives qui s'apparentent quand même plus au féodalisme qu'au capitalisme. Même des relations impersonnelles, parce que les coutumes peuvent avoir un caractère tout à fait impersonnel, simplement... Mais qui sont pas liés au marché, quoi. Voilà, c'est pas la même personnalité qu'une institution économique capitaliste. Ouais, complètement. Et du coup, on voit bien que... et d'autre part, il y avait des formes de rétribution en nature. Et est-ce qu'on peut vraiment parler de salariat dans le sens où, globalement, le travail libre, entre guillemets, ce qu'on appelle le travail libre, est quand même assez limité, parce que la plupart des professions restent réglementées, etc., liées aux corporations, qui n'ont pas pour objectif la production de valeur, mais plutôt
la production d'une certaine qualité d'usage, comme dit Jean-Yves Grenier. Enfin, on voit clairement que aussi intéressant que les matériaux puissent être, je pense que ce qui est intéressant dans toute cette historiographie qui essaye de trouver des formes de capitalisme ailleurs que en Angleterre, en Angleterre du 15e au 18e et dans le reste du monde après le 19e siècle, qui serait un peu, l'histoire un petit peu à la Brenner. Il y a des matériaux empiriques qui font relativiser le caractère arriéré ou pas du tout économique des sociétés, et effectivement on se rend compte que oui, effectivement le Moyen-Âge c'était pas une espèce de période obscure où il y avait que des seigneurs et des paysans qui voilà quoi. Après le truc c'est, est-ce que aujourd'hui c'est vraiment encore nécessaire de lutter pour ce genre de choses? Moi j'ai l'impression que depuis Hegel, Et puis finalement on dirait un peu le même argument que Henri Pirenne, c'est les villes qui ont été les bourgeons du capitalisme, et voilà. Enfin, on dirait que c'est un mouvement sur place quoi, presque. Ouais c'est ça. Finalement ça avait peut-être un intérêt pour critiquer, disons, toute la tradition des Lumières qui a vu tout ce qui précédait tout ce qui précédait le XVIIIe siècle comme une erreur. C'est ce que Kant disait, hein. Toute l'histoire avant le XVIIIe siècle, ce sont des erreurs. Mais finalement, depuis la vision de Hegel avec des stades et de Smith, on n'est même plus dans cette vision-là. Enfin, finalement, c'est jouer une partie de l'histoire des Lumières, c'est-à-dire avant nous le déluge, contre une autre partie, et qui du coup là revaloriserait plus ce qui s'est passé avant l'Occident en disant mais regardez là quand même ils avaient du commerce et tout, et qui va derrière à mon avis avec un agenda politique de la mondialisation heureuse, de finalement on va vers un capitalisme polycentrique où tout le monde va être d'heureux capitalistes parce que tout le monde aura pu se développer quoi. Ou alors, par exemple, dans le cas de Mielent, ce qu'il essaie de faire avec cette emphase sur le système intercité-État, c'est de dire que c'est un système politique particulier qui a permis l'essor d'un système monde capitaliste, un système politique qui était en Europe, qui n'était pas en Afrique du Nord, en Inde et en Chine. Ou alors qu'il a fait face à d'autres problèmes qui ont fait qu'il n'a pas pu développer un système monde capitaliste. Mais donc, il y a effectivement un agenda politique à vouloir dire que c'est une forme de vie politique dans des États qui a donné naissance au capitalisme, et donc de suggérer qu'éventuellement ça pourrait être une forme de vie politique dans des États mais élaborée de manière différente, qui pourrait contribuer à enrayer ou mettre fin au capitalisme, ce qui est en soi un parti pris politique assez immense. Oui, et justement pour résoudre un peu tous ces problèmes de l'histoire globale, anti-eurocentrique, de l'histoire des systèmes mondes et de l'histoire de la grande divergence, sans pour autant retomber dans l'eurocentrisme du marxisme politique et tout en conservant une certaine spécificité dans la définition du capitalisme. On s'est beaucoup inspiré dans cette émission sur un ouvrage qui s'appelle How the West Came to Rule, un excellent ouvrage qui est paru il y a 2 ans et sur lequel on va consacrer une autre émission plus approfondie parce qu'on pense que c'est vraiment un ouvrage qui en vaut la peine. Mais en tout cas, il nous semblait qu'il permettait de combiner une histoire spécifique de l'émergence du capitalisme, donc qui dénaturalise le capitalisme et qui donne prise pour penser son dépassement révolutionnaire et pour, dans un premier temps, déjà cesser de penser qu'il est naturel et puis ensuite penser son dépassement révolutionnaire, et puis d'autre part qui d'un point de vue historiographique par son attention au global permet justement de penser les formes d'interconnexion entre l'Angleterre notamment et le reste du monde au XVIIIe, XIXe siècle, et politiquement qui permet de penser les connexions entre le salariat capitaliste et l'esclavage, mais de manière beaucoup plus intéressante que l'approche en termes de système monde, parce que précisément il permet pour ce qui est par exemple de l'articulation entre l'Angleterre et le reste du monde, de ne pas déjà postuler l'Angleterre comme étant le centre du monde au XVIe siècle et le reste du monde comme déjà des périphéries, ni de poser l'Angleterre comme étant le modèle standard de développement dès le XVIe siècle et finalement les autres pays comme étant arriérés et tout ça, mais en disant bah non, si on veut parler en termes donc du coup eux leur grand concept c'est le développement inégal et combiné, on peut dire que le développement inégal et combiné
comme eux, ils refusent une forme de téléologie qui fait du capitalisme une espèce de fin d'histoire, ils disent, en termes de développement inégal et combiné, l'Angleterre était inférieure aux Habsbourg à l'Empire ottoman au XVIe siècle. Parce que militairement et économiquement, entre guillemets, ils étaient inférieurs, ils étaient moins puissants que la Chine ou que l'Inde. Et du coup, on quitte, à mon avis, une forme de récit où il y a une espèce de modèle standard de développement qui serait l'Angleterre. Alors, pour la politique en général, c'est plutôt la France qui est pris comme modèle et qui amènerait et qui fait que on devrait juger toutes les sociétés à l'aune de cette espèce de norme pure qui serait le développement économique de l'Angleterre et le développement politique de la France. Et eux, ils refusent ça. Et du coup, ça décentre finalement l'histoire du capitalisme, du seul capitalisme, puisqu'ils disent, par exemple, géopolitiquement, le capitalisme agraire dont parle Brenner au XVIe siècle, il était moins puissant que les Ottomans ou que les Espagnols ou que les Habsbourg. Et finalement, du coup, ça permet aussi de prendre en compte le fait que les textiles indiens étaient plus compétitifs que les textiles britanniques encore au XVIIIe siècle. Enfin, en tout cas, c'est clairement un type d'histoire très intéressant là-dessus. C'est un type d'histoire qui montre bien que les sociétés non européennes, extra-européennes, ont joué vraiment un rôle très important dans l'émergence du capitalisme. Je prends un exemple que donne Sven Becker qui est très intéressant, c'est que il montre bien que à un moment, les capitalistes anglais, pour moins dépendre du coton venu des États-Unis, ont voulu développer le coton en Inde. Parce que il y avait déjà une énorme production. Sauf que le problème, c'est qu'il y a eu des résistances paysannes tellement fortes et des rapports de production non capitalistes qui résistaient à leur incorporation dans le capitalisme britannique, qu'en fait ça n'a pas du tout marché. Ça a été un échec complet. Et du coup on voit que finalement les luttes des paysans en Inde au XIXe siècle peut faire que finalement le capitalisme britannique a continué de dépendre massivement du coton du sud des États-Unis, et malgré tout ça joue quand même un rôle dans le développement par exemple de la guerre civile américaine. Enfin, on voit quand même que clairement c'est très intéressant. Et leur idée finalement d'un développement combiné des sociétés, c'est-à-dire que finalement toutes les sociétés rétroagissent les unes sur les autres, et pas seulement les centres rétroagissent sur les périphéries. Ça c'était la thèse du système monde. Le centre rétroagit sur les périphéries qui suivent vaguement, plus ou moins de retard, et les centres sont des moteurs. Là on voit que finalement les périphéries, entre guillemets, des pays en dehors de l'Angleterre peuvent être des moteurs, sur certains secteurs, notamment le textile, plutôt que l'Angleterre. Et finalement, il n'y a pas vraiment la combinaison produit des résultats relativement aléatoires. Comme on n'est plus dans une dynamique interne à une société, c'est vrai que l'histoire à la Brenner peut donner l'impression d'une espèce de téléologie. Alors, eux, ils s'en défendent parce qu'ils en fait, en vrai, c'est pas téléologique, parce qu'ils disent bien, par exemple, si l'issue de la guerre civile anglaise avait été différente, le capitalisme ne se serait pas développé, parce que ça aurait été un triomphe de l'absolutisme, le modèle français et tout ça. Si la Grande Armada avait envahi l'Angleterre en 1588, oui, évidemment, le capitalisme anglais ne serait pas développé. Si, les paysans avaient réussi une révolte féodale généralisée en 1549, quand ils ont quand même pris Londres, évidemment, ce capitalisme ne serait pas développé. Enfin voilà, ils se gardent une histoire téléologique, mais c'est vrai que le fait qu'il n'y ait qu'une dynamique interne, ça rend quand même très prévisible les choses. Il y a au moins une tendance historique, quoi. Alors que quand il y a des effets de combinaison, avec des facteurs géopolitiques notamment, du coup l'histoire devient beaucoup plus incertaine, et en vrai l'histoire est très incertaine. Par exemple, il suffit de penser à ce qui se serait passé si en pleine révolution industrielle, Napoléon avait envahi l'Angleterre. Ça aurait changé complètement la donne, quoi. Ça aurait complètement changé la donne, et peut-être qu'on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. En tout cas pas de la même manière, d'une manière probablement aussi dégueulasse, mais de manière un peu différente, quoi. Du coup, il y a quand même pas mal de choses qui sont très intéressantes dans la théorie du développement inégal et combiné. Et dernièrement, peut-être la dernière chose qui serait intéressante, c'est qu'ils pensent beaucoup plus la combinaison que l'approche anti-eurocentrique, où là il y avait vraiment le centre moteur, les périphéries qui suivent. Mais d'un autre côté, ils gardent quand même leur concept d'inégalité. Mais ce concept d'inégalité, il est détaché d'une notion normative, c'est-à-dire que l'Angleterre peut être inférieure à l'Espagne à la période au XVIe siècle, quoi. C'est une inégalité beaucoup plus contextuelle. C'est ça. Et qui a trait à une différence avant d'être inégalité. Oui, c'est ça, et je pense que c'est quelque chose dont on avait parlé hors de l'émission, de la notion de la différence historique chez Chakrabarty. C'est-à-dire, un des problèmes beaucoup avec l'approche finalement de l'histoire globale, c'est que sous prétexte de critiquer l'eurocentrisme, ils finissent par nier toute différence entre les différentes sociétés. Comme si c'était faire un cadeau que d'universaliser le capitalisme. C'est ça, comme si c'était faire un cadeau que d'universaliser le capitalisme. Effectivement,
la différenciation par le capitalisme d'un point de vue anti-eurocentrique a été très mauvaise. Par exemple, on a dit le Moyen-Âge, c'est des barbares, ou les Chinois, c'est des barbares, ou les Arabes, c'est des barbares, etc., etc. Mais finalement, c'est pas non plus faire un cas. Il faudrait mieux appréhender de manière relativement neutre, même de manière critique, les spécificités de la société chinoise au XVIIIe siècle, les spécificités de la société indienne au XVIIIe siècle, les spécificités de l'Empire ottoman au XVIe, XVIIe siècle, et simplement les prendre pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des sociétés qui sont différentes du capitalisme anglais, qui ont des dynamiques qui sont différentes, qui sont combinées d'ailleurs entre elles, et qui posent d'autres formes de problèmes d'ailleurs que celles du capitalisme anglais, c'est-à-dire que, par exemple, il y a plus de famine. Alors du coup, c'est pas pour dire que le capitalisme c'est bien, mais par contre, il y a une beaucoup plus forte indépendance économique des acteurs, notamment des artisans et indiens par rapport aux artisans anglais. Donc finalement, il faut plutôt que d'universaliser ou de différentialiser, simplement reconnaître des spécificités aux différentes dynamiques sociales et les penser de manière combinée. Et je pense que tout ça, malgré tout, le développement inégal et combiné, on essaiera de le montrer dans une autre émission, en reprenant vraiment leur histoire depuis le XIIIe siècle, de ce qui pour eux a été la naissance inégale et combinée du capitalisme. Enfin, en tout cas, clairement, c'est le genre de récit qui peut permettre ça, quoi. Et peut-être que une limite, par contre, qu'on pourrait voir à tous les récits en commun, et je vais te laisser finir là-dessus, Benjamin, c'est le fait que, malgré tout, ça reste, et je pense que je suis aussi critiquable là-dessus, parce que je suis aussi très comme ça, mais c'est le fait que ça reste des approches quand même très macro, qui laissent assez peu de place à des individus, à des histoires singulières et tout ça, quoi. Mmh. Et en même temps, la perspective du développement inégal et combiné fait signe en fait vers des approches beaucoup plus situées, notamment avec cette question du caractère inégal du développement qui n'est jamais que dépendant d'un contexte, de rencontre de différents vecteurs, etc. Donc ce qui fait que ces concepts sont sous-déterminés et ne peuvent être concrétisés que par l'étude de situations singulières. Donc il y a ça qui est intéressant et ça pourrait faire signe vers d'autres approches plus plus ethnographique, pas tout à fait micro-historienne, souvent c'est plus des anthropologues, mais ethnographique, des mutations contemporaines du capitalisme. On peut penser par exemple au livre récemment traduit d'Anna Tsing, Le champignon de la fin du monde, où elle retrace comment le matsutake, un des champignons les plus chers au monde, est récolté dans différentes parties du monde, circule ensuite pour permettre l'accumulation capitaliste, mais avec des articulations très fines sur simplement ce champignon, dans quels écosystèmes est-ce qu'il arrive à croître, et qu'est-ce que ça dit sur la possibilité même de la vie dans les ruines du capitalisme dont nous sommes les habitants. Voilà. Ouais, et clairement là, ça renvoie à un autre problème qui est assez général dans toutes ces historiographies, même celle de la grande divergence, c'est que finalement, bien sûr que du coup, clairement, Pomerantz et Parthasarathi ils prennent la question écologique au sérieux, Andreas Malm aussi. Mais ils la prennent au sérieux d'un point de vue gestionnaire. C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas un rapport au monde, c'est une optimisation de l'utilisation des ressources et leur accessibilité. Ouais, c'est ça. Ça reste quelque chose finalement d'assez extérieur, finalement, et ils pensent pas suffisamment. C'est vrai que quelque chose peut-être là-dessus, quelqu'un comme Jason Moore, dont le livre va être traduit en 2018, peut être quelque chose d'intéressant. Donc il va être traduit aux éditions La Symétrie. Et justement, lui essaye de penser le capitalisme dans le réseau du vivant. Capitalism in the Web of Life, c'était le titre de son bouquin. Et là, pour le coup, en termes d'histoire du capitalisme, Jason Moore a produit quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire en montrant comment est-ce que le capitalisme s'insère dans des écosystèmes particuliers, qui le transforment. En même temps, le capitalisme est obligé de s'adapter à ces écosystèmes, il le transforme, et en même temps, en général, ces écosystèmes entrent en crise à un moment, et le capitalisme entre en crise lui aussi, du coup, il est obligé de se déplacer. Et il y a tout pour l'histoire du coton, c'est complètement vrai, pour l'histoire du sucre, c'est pareil, il y a vraiment un déplacement du capitalisme au fur et à mesure du temps. Et du coup, le capitalisme s'insère, disons, à l'échelle globale, mais il s'insère aussi à l'échelle globale dans des natures particulières avec lesquelles il doit composer, et ces différentes natures particulières déterminent certaines formes, et dans certains cas, disons, les processus biologiques et chimiques peuvent jouer un rôle finalement dans l'histoire du capitalisme, parce qu'il y a des natures particulières qui vont résister finalement à leur exploitation capitaliste, d'autres moins. Enfin voilà, ça ouvre en tout cas à pas mal de perspectives intéressantes. Bon, et ben en tout cas, merci Benjamin d'avoir fait avec nous cette émission
qui essayait de poser des jalons pour une histoire globale de l'émergence spécifique, entre guillemets, du capitalisme. Et donc on se retrouvera pour une deuxième émission autour de l'ouvrage d'Alex Anievas et Kerem Nissamcioglu, How the West Came to Rule, The Geopolitical Origins of Capitalism, donc les origines géopolitiques du capitalisme, et qui permettront de revoir un peu plus concrètement du XIIIe au XIXe siècle l'histoire du développement inégal et combiné du capitalisme, et donc en combinant, entre guillemets, une histoire assez spécifique du capitalisme et en même temps une histoire globale et anti-eurocentrique. Voilà, merci. Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Alors je le dis, parce que c'est la vérité. Il ne faut pas travailler. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.